Bonjour à tous, je me trouve ici à Genève, place des Nations, devant les Nations Unies, où se déroule actuellement, comme vous pouvez le voir, une petite manifestation qui réunit quelques centaines de personnes qui manifestent contre l'installation de la 5G. 5G, cinquième génération de téléphonie mobile, qui est à nos portes et qui inquiète. En effet, les États prévoient de déployer la 5G en France, mais également en Suisse, et cela soulève beaucoup de questions. On va aller voir ça. C'est parti. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. La nouvelle Sainte Trinité, Coca-Cola, McDo pour nous. Ce qu'on veut, c'est du sang. Que tu aimes, c'est ta gueule. Parfois, la violence est nécessaire. C'est une certaine vision de la démocratie, ça. Je suis obligé de me balader avec un drapeau bif. Votre ligne politique, c'est de la merde. Bah, vive la tolérance alors. Les humains vivent. Alors, Madame Schibler, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, c'est quoi la 5G ? La 5G, c'est la nouvelle génération de téléphonie mobile qui veut l'installer. Mais c'est très différent de la 4G, 3G, 2G. Parce que ça s'accompagne du projet de connecter à peu près tout ce qui existe. Avec la 5G, ils veulent avoir jusqu'à 1 million d'objets connectés par kilomètre carré. Ils veulent introduire des ondes millimétriques et ça, c'est une technologie complètement nouvelle. Donc nous, on est vraiment contre le fait de se faire complètement irradier de tous les côtés. Ils prévoient même d'envoyer 44 000 satellites 5G dans l'espace. Ils ont d'ailleurs déjà commencé. Il y en a déjà 180 qu'on voit à l'œil nu. D'ailleurs, samedi soir, on les a vus passer en Suisse, un petit chapelet de satellites. La 5G, c'est un protocole de communication de machine à machine qui permet d'accélérer la fréquence de la bande passante pour faire en sorte qu'il y ait plus d'informations plus rapidement. C'est bien si c'est plus rapide, mais il faut faire attention à comment on propage le message. Si on propage le message et que ça tue le vivant, ça n'est pas une bonne technologie. Il y a d'autres technologies sur lesquelles on peut s'intéresser sans pour autant mettre en péril le vivant, l'écosystème ainsi que les populations exposées à ces antennes. Alors, ça tue le vivant. Quelle preuve apportez-vous à cette affirmation ? Ça n'est pas à moi, grand public, d'affirmer que ça tue. C'est aux opérateurs ainsi qu'aux scientifiques d'affirmer que ça ne tue pas. C'est un dialogue de sourds, à eux de prendre leurs initiatives. Tant que moi, on ne m'aura pas dit ça ne tue pas, je n'en veux pas. Le bon sens veut qu'on écoute son médecin. L'ordre médical helvète s'est clairement prononcé contre le déploiement sans preuve. Pourquoi diable s'obstine-t-on ? Faisons des études, une fois qu'on saura, on déploiera. Mais pour l'instant, quand on ne sait pas, on ne fait pas. Puis les antennes 5G, c'est des antennes directives. Donc elles vous pointent sur vous, en fait, si vous êtes utilisateur 5G. Mais même si vous ne l'êtes pas, si par exemple monsieur là-bas est utilisateur 5G et puis que l'antenne est là, vous allez être traversé par le faisceau. D'accord ? Donc même si vous ne voulez pas utiliser le 5G, il y a des faisceaux qui vont vous traverser de toutes parts. Donc ça, c'est l'autre problème, c'est-à-dire que dans le faisceau, vous aurez une intensité de malade. Si on augmente la fréquence et si on augmente la puissance, alors il y aura de plus en plus de machines qui pourront se parler. Mais c'est très dangereux. Pourquoi est-ce qu'on augmenterait la puissance des antennes ? On va s'irradier. Pourquoi est-ce qu'on augmente la fréquence du message ? On va altérer notre métabolisme et on va casser notre ADN. Parce que ce sont des petits messages qui nous traversent. Personne ne réalise ceci. Il ne faut pas se faire traverser par des messages sans le vouloir. Je choisis de fumer, je choisis de boire, mais ces antennes, elles sont pour tout le monde, toute l'année, sans qu'on puisse dire un mot et personne ne les a étudiées. Et ça, c'est antidémocratique et ça, c'est contre le sens commun. Alors expliquez-moi, vous, pourquoi vous êtes sensible à cette question ? Je suis devenue sensible à cette question, voilà 2 mois. Ah, Avant, je dormais. vous êtes une néoconvertie. Je me suis renseignée et j'ai trouvé qu'on devait agir parce que c'est un crime contre le vivant et qu'il faut agir parce que ces ondes électromagnétiques vont attaquer le vivant. Ça peut provoquer des mutations d'ADN. Après, la cellule, elle essaye de réparer ça. Il y a des mécanismes autoréparateurs. Mais voilà, ça marche ou ça marche pas. Du coup, après, on peut se retrouver en présence de cellules mutantes et ça peut dégénérer en cancer. Et dans quelle proportion, à quelle fréquence on peut avoir ce genre de symptômes et de... Alors, on a un biophysicien qui a fait des analyses là, sur les signaux 5G. Il a vu, de mémoire, je crois, il avait 8 cassures d'ADN présentes sur 1 million, je crois. Donc on peut se dire que c'est pas beaucoup, mais bon, c'est quand même c'est un risque. C'est comme la cigarette. Vous me dites que vous fumez, je vous dis statistiquement, vous multipliez par 40 vos chances d'avoir un cancer. Après, ça ne veut pas dire que vous allez en avoir un, parce que le cancer c'est multifactoriel, ça dépend du terrain, il y a beaucoup de paramètres, quoi.
Ok, donc toujours dans notre démarche d'aller voir tous les points de vue, on va interroger maintenant Sébastien Point, qui est un physicien scientifique spécialiste des ondes électromagnétiques et qui est un grand critique des discours anti-ondes. On va l'appeler tout de suite, c'est parti. Je ne vous cache pas que la 5G suscite beaucoup d'inquiétudes, et notamment, donc on va commencer par la première d'entre elles, à savoir l'impact sur la santé. Est-ce que, selon vous, la 5G va, par sa puissance, casser l'ADN, avoir des effets néfastes, augmenter le nombre de cancers qu'on observera dans la population? Alors, rien de tout cela. Pour la simple et bonne raison que les ondes de téléphonie mobile qui seront utilisées dans le cadre de la 5G sont tout à fait similaires aux ondes utilisées dans d'autres applications, notamment la bande Wi-Fi, dont on sait qu'elle ne pose pas de problème sanitaire particulier. Quant aux bandes de fréquences supérieures qui seront utilisées, autour de 26 GHz, sont des bandes de fréquences qui sont par ailleurs utilisées dans les scanners de sécurité des aéroports, par exemple, sans effet sur la santé, comme l'avait d'ailleurs noté l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, il y a quelques années. Par conséquent, il est tout à fait déraisonnable de faire croire que les ondes de la 5G auront des effets inconnus sur la santé. Il faut savoir que les limites auxquelles doivent se soumettre les opérateurs de téléphonie est de 0,08 watts par kilogramme de tissu exposé. La limite est extrêmement loin des seuils qui provoquent réellement des effets de stress thermique qui, je le répète, sont les seuls effets scientifiquement avérés, et toutes les craintes autour de du potentiel cancérogène des ondes ne sont en fait fondées que sur un certain nombre d'études qui sont très discutables et très discutées. Donc aujourd'hui, l'ensemble des craintes vis-à-vis des ondes de téléphonie en général sont largement injustifiées, et pour la 5G, c'est la même chose. Il faut savoir que ces dernières décennies, notre exposition, elle a été augmentée, au rayonnement électromagnétique a été augmentée de 1 quintillion. 1 quintillion, c'est 1 et 18 zéros derrière. Est-ce qu'il y a des études qui prouvent que la 5G est néfaste pour la santé et l'environnement? Alors il y a des milliers d'études indépendantes qui prouvent les effets néfastes des ondes électromagnétiques sur la santé. Donc la 3G, 4G, Wi-Fi, etc. La 5G, il y a encore très peu d'études. Nous, on collabore avec un biophysicien moléculaire qui est en train de faire une étude et qui donne des résultats inquiétants. Mais justement, c'est l'un des sujets. Il veut nous imposer ça partout, connaissant les risques des ondes électromagnétiques pour la santé, et là, sans aucun recul par rapport à cette technologie-là, qui est quand même très différente. Combien de temps faut-il fumer une cigarette jusqu'à temps qu'on développe un cancer du poumon? C'est compliqué, ouais. C'est très compliqué, il n'y a pas de réponse, mais il y a un risque, et ce risque est avéré. La preuve en est qu'on a interdit la cigarette près des populations à risque. Il y a maintenant un risque auquel on peut s'intéresser. La France a fait voter une loi en 2015 qui s'appelle la loi Abeille. La loi Abeille interdit l'utilisation des Wi-Fi dans les maternelles, dans les crèches et dans les secteurs de maternité des hôpitaux. Pourquoi diable? Parce qu'il y a bien des scientifiques qui ont dit que les populations les plus vulnérables étaient très exposées aux ondes électromagnétiques avec une trop forte densité. Pourtant, il me semble bien qu'il y a des chercheurs à Bordeaux qui ont prouvé qu'il y avait un lien entre l'utilisation du téléphone et le cancer du cerveau. Il me semble que ce lien-là a été démontré. Alors, il y a des études que l'on appelle études cas témoins, qui sont des études épidémiologiques, qui montrent une corrélation. Déjà pas une relation de cause à effet, mais une corrélation, c'est-à-dire une concomitance entre l'utilisation ou la fréquence d'utilisation des téléphones portables ou l'exposition des antennes relais avec l'apparition de cancer. Mais ce sont des études cas témoins. Comment fonctionnent les études cas témoins? Mais ce sont des études dans lesquelles on sélectionne des sujets au sein d'une population malade, par exemple atteinte d'un cancer, un gliome par exemple, et on cherche à évaluer si ce cancer
peut être corrélée à l'exposition qu'on évalue, par exemple aux ondes, qu'on évalue après coup en remplissant un questionnaire, souvent en face à face, qui engendre ce qu'on appelle en psychologie un effet Pygmalion ou les biais d'attente d'expérimentateur, c'est-à-dire que l'expérimentateur qui pose les questions peut influencer les réponses. Aujourd'hui, les seules études qui établissent une corrélation, encore une fois, pas une relation de cause à effet, mais une corrélation, sont les études cas témoins, dont il faudrait discuter la pertinence dans le cas d'effets faible dose, où un grand nombre de variables parasites peuvent entacher les résultats. Mais chacun peut avoir des mesureurs de haute fréquence et de basse fréquence qui donnent déjà une très très bonne indication de ce qu'il y a. Ça c'est quoi alors? Cette machine mesure les volts par mètre. On a bien 1 volt et ça fait déjà beaucoup. Et à 6, c'est pas bon? Non, c'est pas du tout bon. Mais donc là ça va? Ouais, c'est rouge. Non, ça ne va pas. Pourquoi? C'est déjà beaucoup, c'est trop. Pour les gens qui sont très sensibles, c'est trop. Ça fait mal à la tête. Ah bon? Ça fait fatigue. D'accord, et il faudrait que ce soit à combien normalement en moyenne? Normalement, on est là. Entre 0,01 et 0,05. Ouais. Sans aucune antenne, en zone blanche, on est là. On est à 0. Ou 0. On est à 0. Devant la gare, on était donc sur l'avant-dernier cran. Si tu veux, là on est dans une zone qui est déjà néfaste pour la santé, de façon officielle d'un point de vue scientifique, hein. Pas de peut-être pas, vraiment de façon scientifique. Quand on est au milieu, on est déjà dans une zone, vaut mieux partir. Et bien évidemment, quand tu commences à grimper vers le 3, et t'es juste avant le 6, on dirait, ouais, vas-y, pars en courant, quoi. D'accord. Donc toi, à la gare de Genève, t'étais à 3. Ouais, on était à 3, il gravitait entre le 3 et le 6. Je vais faire un test devant vous là. Ah bah là, il est sur 3. Tu peux le prendre s'il te plaît? Bien sûr. Je vais mettre mon téléphone dessus. Ah, oulala, effectivement ouais. Ça monte. Ouais. Ça monte à 6. Putain, tiens. Non. T'as vu, ça monte à 6 pour de vrai. Regarde. Je l'enlève. 0,30. Mais là, il saute directement. C'est clair, hein, je pense que... Voilà. Ah ouais, mais ce machin, ça peut rendre stérile du coup. Exactement, donc si tu le mets à côté de tes œufs, mon gars, c'est pas bon, hein, c'est pas la bonne place. Quand on est très loin des antennes, ça peut monter à, 25-30 volts par mètre facilement, puis ça, vous l'avez à l'oreille. Donc il faut faire extrêmement attention si vous téléphonez, que vous voyez que le réseau est faible, utilisez-le en mode haut-parleur ou au moins avec un casque filaire. Ah, plus on est loin de l'antenne, moins on a de réseau, plus le téléphone émet fort, oui. Ah absolument. bon, d'accord, ok. Ouais. Ça, j'ignorais cette information. Oui, alors ça, c'est important de savoir, sauf les téléphones 2G. Donc, il ne faut absolument pas utiliser ces vieux téléphones. Les gens, ils croient qu'en utilisant un vieux Nokia 3410, ils sont à l'abri. Pas du tout, c'est les pires. Parce qu'ils sont tout le temps à fond. Il n'y avait pas de mécanisme de régulation de la puissance. Donc, les anciens téléphones, ils sont tout le temps à fond. Tandis qu'un téléphone 3G, 4G, il adapte la puissance d'émission à la nécessité. Si l'antenne est toute proche, il n'y a absolument pas besoin de hurler pour se faire entendre. Tandis que le téléphone 2G, il hurle tout le temps en fait. Si je puis me permettre une image parlante. D'accord. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut mettre le son et on peut entendre les ondes. Puis quand on entend ce bruit et qu'on se dit qu'on se ramasse ça dans nos cellules, le Wi-Fi, c'est vraiment un bruit saccadé. Puis c'est-à-dire vraiment on est irradié de ça en permanence et puis ça passe dans nos cellules. Donc c'est intéressant d'entendre aussi les ondes parce qu'on ne les voit pas, mais on les entend. Oula. Ouais, quand ça sonne. Ouais. Ah non, d'accord, ok. Ouais. Tu peux chercher les sources comme ça. Allez, le son. D'accord. Chercheur d'ondes. Nouveau métier. Chercheur de zone blanche. Ouais. Ça. Donc attends, on va chercher une zone où il n'y a pas trop d'ondes en question. Peut-être qu'au milieu de la place, il y a moins. Non, il y a toujours autant. Aucune zone n'est épargnée. En fait, on est tranquille nulle part. Hein.
Non, a priori pas, non. Ça c'est vrai. On est tranquille nulle part. Et en même temps, on n'est pas mort. Donc comment expliquer le fait qu'il y ait des ondes partout et qu'on soit pas mort? Comment tu expliques ce fait? Ça, je ne sais pas. Ah bon d'accord, on va demander aux spécialistes alors. Ouais, donc la fiabilité de ta machine... Comment dire Parce que c'est la preuve qu'on est exposé à des ondes en permanence et qu'on est toujours vivant, qu'on est... Enfin, moi, titre personnel, j'ai pas de cancer. Pas encore, du moins. Pas encore. Pas encore, mais... Souhaitant de ne jamais en avoir. Comment expliquer, comment démontrer la corrélation entre ça, là, ces ondes en volts par mètre, et je sais pas, j'imagine les maladies des gens, c'est un peu ça qu'on leur met sur le dos à ces ondes, non? Ta réponse, c'est quoi? Je ne suis pas scientifique. Hein. Ah, donc on va demander aux scientifiques. Il y a des personnes qui sont très sensibles sur ça. Ok, d'accord. Des gens qui sont ultra sensibles. Oui. Tu veux dire des ultra sensibles par rapport à ça, qui déjà avec très très peu d'ondes ont des effets déjà qui leur sont radicalement mauvais, quoi. Oui. Et ça se décrit de par je crois, des mal de tête, des maux de tête assez sévères, des migraines, ça, même jusqu'à la migraine, hein, me semble-t-il. Et des choses comme ça, quoi. Très fatigués, très fatigués. Dépourvus de force et ainsi de suite. Ouais. Moi, c'est vrai que par contre, je fatigue. Ouais. Je suis fatigué. Je me sens. Écoute, je me confie à toi. Ouais. Je me sens fatigué. Ouais. Bon, c'est normal, toi, tu cours partout à travers la planète. Il faut que les gens apprennent que leur simple téléphone portable, c'est 6 voltmètres, si c'est pas plus, dans l'oreille. Le téléphone sans fil aussi. Le Bluetooth et puis le téléphone sans fil. En fait, tout ce qu'on a à la maison. Et ça, il faut commencer à freiner avec cette consommation. Les gens se polluent. Nous, on veut aussi apprendre ça. Mais est-ce que vous parlez pas un peu dans le désert, là? Parce que... Ben non, il y a toujours plus de monde. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a envie que les choses soient plus faciles, plus accessibles, plus rapides. Et vous êtes là avec votre pancarte. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce que vous nous emmerdez? C'est vrai. Je suis une emmerdeuse. Non, mais moi, je m'engage pour le vivant. C'est un crime contre le vivant. On parle d'énergie de vie. Dans toute chose, il y a des énergies de vie. Elles sont handicapées, freinées par l'électrosmog. Et je m'engage pour le vivant. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est typiquement des antennes. Ça, c'est cette espèce de gazouillis musical. C'est typique des antennes 3G, 4G. Ok. Puis on entend une espèce de pulsation derrière aussi. Ça, c'est plutôt un Wi-Fi, ça. D'accord. Quoique ça me paraît un peu lent, hein, mais normalement le Wi-Fi, ça fait vraiment, on dirait une rafale de mitraillette. Hein, c'est ta comme ça. Puis là, ça permet d'identifier à peu près ce que c'est. Hein, donc attendez, je vais approcher mon téléphone. Je suis désolé, hein, je suis un peu inquiet par rapport à mon téléphone. Ouais, ça change le son. Hein, ouais, voilà. Voilà, alors c'est ce genre de pulsation qui est gênant pour l'organisme. Au cours de cette manifestation, plusieurs personnes m'ont montré une machine qui mesure les volts par mètre. Oui. Et justement, ils m'indiquaient que très souvent, en ville et même à peu près partout en France, cet indicateur montrait une valeur de 6, qui était une valeur, selon eux, qui était dangereuse pour la santé. Quelle est la valeur scientifique de cette machine qui mesure les volts par mètre ? Il y a deux aspects dans la réponse. Premier aspect, c'est est-ce que les gens qui font la mesure font correctement la mesure. Il faut savoir que, en fonction de la fréquence, la valeur du champ électrique est représentative de la puissance d'une onde électromagnétique et par-delà représentative du DAS, le débit d'absorption spécifique, qu'à partir d'une certaine distance. En dessous d'une certaine distance, qui est ce qu'on appelle la zone de champ proche, eh bien, le champ électrique ne veut plus dire grand-chose. Donc, la première question qu'il s'agirait de poser, c'est est-ce que la mesure a été faite correctement du point de vue expérimental. Le deuxième aspect de la réponse, eh bien, c'est une réponse sur la valeur mesurée. Dans l'hypothèse où la mesure aurait été correctement faite, 6 volts par mètre, ça reste alors c'est un point qui va être considéré par atypique par des instances comme l'Agence nationale des fréquences, parce qu'il est au-dessus du seuil ou plutôt du niveau moyen d'exposition en France, qui est autour du volt par mètre, mais ça reste très largement en dessous de la limite acceptée pour éviter les effets thermiques, qui est à 61 volts par mètre dans la gamme de fréquences de la téléphonie mobile.
Donc effectivement, c'est 6 volts par mètre. Si c'est correctement mesuré, eh bien c'est représentatif d'une petite anomalie locale, mais qui ne sera sans aucune incidence sur la santé. Si une personne est exposée à 61 volts par mètre, corps entier, on peut s'attendre à ce que, au maximum, sa température corporelle s'élève de 0,5 à 1 degré, ce qui est moins, par exemple, que l'élévation de température corporelle quand on fait du sport, par exemple. Et là, on est 10 fois en dessous. Donc, vous voyez, l'élévation de température qui serait liée à une exposition à 6 volts par mètre ne serait quasiment pas mesurable et sans effet, bien entendu, sur la santé. Et pourtant, des institutions comme par exemple l'AEEM, donc l'Académie de médecine environnementale européenne ou le Conseil de l'Europe, préconisent un niveau de volts par mètre qui serait inférieur à 0,06. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces préconisations prudentes? Elles sont prudentes. Surtout que le Conseil de l'Europe, ça n'est pas une institution officielle européenne. Ce sont des associations qui réunissent, comme ils ont le droit des personnes qui souhaitent diminuer d'office les valeurs d'exposition. Que dire? Il n'y a pas aujourd'hui de preuves scientifiques démontrant la nécessité de diminuer les valeurs d'exposition, les valeurs limites d'exposition, qui sont elles-mêmes très protectrices. C'est-à-dire que vous allez rajouter de la protection à la protection de manière tout à fait superficielle et sans intérêt pour la santé, sinon à diminuer la qualité fonctionnelle des antennes relais et baisser la qualité de service. Donc, ce sont des revendications qui n'ont aucune base scientifique. Il y a des gens qui ont eu, en tout cas avec les téléphones portables, Bluetooth, je n'en ai pas connaissance, mais avec les téléphones portables, il y a un cas en Italie où il y a un gars, il a eu un cancer de l'oreille et ça a été prouvé, le tribunal a accepté que c'était dû à l'usage du téléphone portable. Bon, il l'utilisait des heures par jour, tout le temps à l'oreille. Et puis, il remarquait bien que ça chauffait, qu'il avait des effets, puis il a continué. Et puis il a eu un cancer de l'oreille. Alors concrètement, quel effet a une onde 5G sur le corps humain? Alors, les ondes 5G, elles sont caractérisées par des antennes adaptatives, c'est-à-dire des faisceaux d'ondes très puissants. La 4G, si on veut, elle rayonne tout autour de l'antenne. Et la 5G, ça sera des faisceaux d'ondes très puissants. Comme un rayon, quoi. Comme un rayon, voilà. Et puis ça va traverser tout ce qu'il y a entre l'antenne et l'utilisateur. Ok. Donc sur le corps humain, les effets qui ont été observés sur la santé jusqu'ici des ondes électromagnétiques, ça sera le cancer, modification de l'ADN, troubles de l'attention, anxiété, dépression, qu'est-ce qu'il y aurait encore, acouphènes. Ça, c'est vraiment quelques exemples parmi d'autres. Mais à long terme, on n'est pas irradié immédiatement. Avec la 5G millimétrique, qui sont des ondes de 24 à 60 GHz, on n'en sait rien. C'est vraiment nouveau. Actuellement, les ondes qui sont déployées sont en dessous de 6 GHz. Donc c'est vraiment une technologie complètement nouvelle. Et les spécialistes et des scientifiques, des médecins du monde entier s'en inquiètent grandement. Et moi, j'ai vraiment envie de les écouter. Vous voyez le Wi-Fi, vous dites le Wi-Fi, l'Europe AEM l'a évalué comme très toxique, justement à cause, entre autres, de ce qu'on appelle le signal de balise. C'est ce qu'on entend justement avec l'appareil, là. Ça fait une espèce de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, on dirait une rafale de mitraillette. Alors imaginez, votre système nerveux, quelque part, il capte ça. Ben, c'est pas bon pour lui. Il y a des gens, ils n'arrivent plus à dormir en présence d'un Wi-Fi. Et puis du coup on se dit mais pourquoi ils ont choisi ces 10 fois par seconde? Alors moi je suis ingénieur, je peux vous dire quand on fait des protocoles radio, mais on tient absolument aucun compte d'effets biologiques, on n'y pense même pas. En tout cas à l'époque quand je faisais ces protocoles radio, parce qu'on faisait nos propres protocoles au début, mais jamais on pensait à des trucs pareils. Puis on se disait ouais il faut un signal, il faut de répétition, on prend quoi? Ouais allez 10 fois par seconde c'est bien. Et puis on ne se pose pas du tout la question de savoir que oui, mais 10 fois par seconde, il y a des signaux du cerveau qui sont justement à ces fréquences-là. Ben, on n'y a pas pensé. On n'a pas fait exprès de mettre 10 fois par seconde. Mais la 5G, en même temps, est une technologie qui est relativement neuve. Vraiment, est-ce qu'on a eu le temps de faire des études pour prouver sa non-dangerosité?
Alors en réalité, la nature des ondes est très sensiblement la même et la nature des interactions avec les tissus humains va être la même qu'avec les ondes de téléphonie mobile des générations 4G et 3G, à ceci près que les ondes de la 5G, comme elles sont légèrement plus hautes en fréquence, eh bien, elles vont pénétrer encore moins profondément dans le corps humain. Vous savez qu'une onde électromagnétique pénètre dans le corps humain, traverse le corps humain. C'est le cas des ondes de radiodiffusion, de télédiffusion depuis 50, 70 ans. Et au plus la fréquence augmente, au moins ces ondes pénètrent profondément dans le corps, et cela jusqu'au rayonnement infrarouge, qui est aussi un rayonnement électromagnétique, notamment produit par le soleil, et qui reste en surface. Eh bien, les ondes de la 5G se rapprochent de ce type d'ondes électromagnétiques infrarouges, et donc vont essentiellement exposer la surface du corps humain, de telle sorte que s'il y avait une surexposition, eh bien, l'individu surexposé ressentirait un échauffement en surface de la peau. Et quand je dis en surface de la peau, c'est sur les premiers dixièmes de millimètre, voire le premier millimètre. Mais encore une fois, pour atteindre de tels échauffements, il faudrait être exposé à 50 ou 75 fois plus que la limite autorisée qui est respectée par les opérateurs. Par conséquent, non, les ondes de la 5G ne seront pas plus dangereuses, et il n'est pas fondamental de faire une quantité d'études supplémentaires pour le prouver, puisque on n'attend pas d'interaction avec les tissus qui soit différente d'avec les ondes de téléphonie mobile actuelles. J'ai une amie là qui est présidente de l'association dont je fais partie, qui est malade, elle me dit je ne suis même plus bien dans la campagne. Donc je pense qu'il va falloir qu'on mette des chapeaux. Enfin, des tenues de protection. Ça existe déjà. Si vous tapez sur internet protection ondes vêtements, vous avez maintenant des boutiques qui vendent des petits chapeaux, C'est un bel avenir qui se dessine devant nous. Bah voilà. Je vous souhaite bonne chance, moi. Voilà. Non, mais c'est triste, quoi. C'est triste. Alors, dites-moi, la 5G, non, vous en voulez pas? Non. Pourquoi? Parce que la 4G est déjà assez difficile à supporter, donc on ne veut pas la 5. D'accord. Et pourquoi difficile à supporter? Vous avez des... J'ai habité un an à côté d'une antenne 4G et j'ai vu ma santé dégrader assez fortement. Ah oui? Oui, j'ai eu des maux de tête, j'ai des problèmes de tachycardie, je dors pas la nuit, des problèmes de concentration. Et quand j'ai quitté cet endroit merveilleux, j'allais mieux. C'est vrai? Oui, je vois vraiment la différence. Et puis, depuis quelques mois, je pense qu'il y a des antennes 5G qui doivent être en fonction à Genève et je dors un peu moins bien de nouveau. Et je suis très inquiète pour ma santé. Alors, j'avais une question à vous poser concernant les gens qui ont une hypersensibilité aux ondes. On a des témoignages de gens qui expliquent qu'ils ont vécu à côté d'une antenne et qu'ils ne se sentaient pas bien, ils avaient des maux de tête, etc. Et que lorsqu'ils ont quitté cette zone, ils se sont sentis mieux. Que penser de ces témoignages? Alors, deux choses. Premièrement, dans la pyramide des preuves scientifiques, le témoignage est le degré 0. Parce que, en termes de niveau de preuve, parce que les témoignages humains sont potentiellement extrêmement entachés de subjectivité et de biais propres au fonctionnement du cerveau humain. Donc un témoignage qui n'a pas été corroboré, non pas par un autre témoignage, mais par des mesures méthodologiquement valides, n'a pas de valeur d'un point de vue scientifique. Il faut le savoir. Le deuxième élément, c'est que il faut prendre ce problème de l'électrosensibilité avec beaucoup de rigueur et bien entendu beaucoup d'empathie pour les personnes qui en souffrent. Mais ça ne doit pas, donc, cette empathie empêcher de dire qu'aujourd'hui, les études de provocation, qui sont des études qui permettent de déterminer si une personne en face d'un agent physique est affectée ou non par cet agent physique. Aucune étude de provocation n'a pu démontrer la capacité d'une personne, se disant électrosensible ou pas, à détecter ou à être affectée par une onde
électromagnétique de fréquence et d'intensité comparable à celle de la téléphonie mobile. On peut aller plus loin. Dans ces études de provocation, au cours des expériences, certaines personnes ont ressenti des symptômes insoutenables lors de conditions d'exposition fantôme, c'est-à-dire en l'absence d'ondes électromagnétiques. Ce qui tend à montrer, et il y a de plus en plus d'études et d'éléments qui le démontrent, donc ce qui tend à montrer que le cerveau des personnes se disant électrosensibles est capable de construire la sensation de douleur par la simple crainte d'un effet sanitaire. Et j'ai moi-même eu l'occasion de proposer que l'électrosensibilité soit en fait un trouble psychologique à rapprocher des troubles anxieux parce qu'il en a toutes les caractéristiques. Aucune étude ne montre qu'il y existe un lien de cause à effet entre l'exposition réelle aux ondes et l'électrosensibilité. Il est bien plus vraisemblable que ce soit en réalité ce que certains spécialistes appellent l'exposition socio-cognitive aux informations inquiétantes entourant les ondes, qui provoque les symptômes chez les électrosensibles, c'est-à-dire une peur un peu irrationnelle des ondes électromagnétiques dans le cadre d'une phobie qui serait un peu comparable à la phobie des aiguilles, la phobie des animaux. Si cette hypothèse est vraie, cela veut dire que tous les discours des activistes anti-ondes, toutes les prises de position dans l'espace public de spécialistes qui attestent l'existence de l'électrosensibilité, toutes les tentatives de reconnaissance de l'électrosensibilité par la justice, par l'administration, tout le développement du marché des objets anti-ondes, tout cela eh bien, est de nature à confirmer les électrosensibles dans leurs croyances et à les maintenir dans leurs troubles. Il faut avoir cela à l'esprit. Oui, vous parlez de ces bonnets pour enfants, des bonnets anti-ondes qui ont été vendus par certaines grandes enseignes, ouais. D'accord. Notamment, mais vous pouvez faire une recherche sur le net. J'ai écrit un jour un article dans la revue Sciences et Pseudosciences pour critiquer la légitimité du marché des objets anti-ondes. Il vous suffit de taper n'importe quel objet du quotidien associé au qualificatif anti-ondes et vous tombez sur un objet qui correspond sur l'Internet. C'est un marché qui est très juteux et qui, à mon sens, encore une fois, exploite la phobie et la souffrance associée à cette phobie des populations dites électrosensibles, mais qu'on devrait plutôt qualifier d'électrophobiques. Donc là, l'idée, ce serait d'avoir quelque chose d'inférieur à... Voilà, 0,3, c'est encore un peu trop haut. Il faudrait être en dessous, à 0,1 ou en dessous, en fait, pour être bien, quoi. Alors en ville, c'est compliqué, hein, c'est pas évident, mais je suis sûr que même à Genève, vous pouvez vous promener dans certains endroits, vous n'avez pas tant que ça, en fait. Le problème, c'est que il y a de plus en plus d'antennes. Avec la 5G, on va nous en mettre encore plus. Et puis, du fait de cette multiplicité d'antennes, il y a l'électrosmog ambiant qui va forcément augmenter. C'est quoi ça ? L'électrosmog, c'est le brouillard d'ondes dans lequel on baigne. D'accord, ok. On l'a appelé comme ça par analogie au smog qui avait en Angleterre là, dans les années 50-60 là, à cause du charbon. On a appelé ça smog, puis là on l'appelle électrosmog, quoi. Okay. Parce que le problème c'est ça, c'est invisible, ça se voit pas, ça se sent pas, du coup on a l'impression que ça n'existe pas, il n'y a qu'avec ça qu'on s'en rend compte. Nous avons absolument besoin d'énergie électromagnétique et la Terre nous en donne. On appelle ça la fréquence de Schumann. Quand on mesure ces fréquences, et ces fréquences, elles sont de l'ordre de l'unité. On a du 8 Hertz. Les ondes électromagnétiques pulsées, qui sont utilisées dans la 2G, 3G, 4G, et qui augmentent avec la 5G, sont des milliards de fois plus fortes.
Et en plus de ça, que l'énergie, que le rayonnement électromagnétique de la Terre, de la vie, et qui est continu, et que nous émettons aussi, par nos chakras aussi. Donc, imaginez par exemple, pour faire une comparaison, vous entrez dans une salle où on vous met un bruit qui est des milliards de fois plus fort que ce que vous entendez d'habitude, ou bien vous entrez dans un endroit où on va vous éclairer avec une lumière qui est des milliards de fois plus violente. Vous avez des récepteurs sur votre corps, donc vous vous rendez compte tout de suite et vous faites comme ça, vous faites comme ça. Nous n'avons pas les récepteurs pour capter les ondes électromagnétiques, mais nous sommes constamment impactés par ça. Et des quantités de scientifiques indépendants, j'insiste bien, ont fait des milliers et des milliers d'études. Ces gens ont été, certains, menacés, certains, on a brûlé leur maison. Donc, il y a vraiment, s'il y a un complot, c'est de l'autre côté. Et l'argument selon lequel on sera bientôt arrivé à saturation ne tient pas, parce qu'on ne va pas avoir une croissance exponentielle de consommation de vidéos, etc. On ne va pas se mettre à voir 3 vidéos en même temps. Il me semble que maintenant, on arrive gentiment au maximum de la consommation. En tout cas, de ce que j'observe en Suisse, tout le monde a maintenant son téléphone pratiquement. Tout le monde consomme au max et ça fonctionne encore. Et l'argument vraiment des télécoms qui, pour nous faire peur, c'est de nous dire on arrive à saturation, on n'arrive plus. Mais vraiment, ça ne tient pas. Si j'ai un téléphone et puis qu'on me dit que maintenant le nouveau modèle, il peut lire des vidéos 8K, à un moment, je dis, mais attendez, une vidéo 8K, moi, je ne vais pas voir la différence, parce que c'est au-delà du pouvoir de résolution de l'œil. Mon œil, il ne verra pas la différence. Puis après, on me dira, ah oui, mais il y a de la 16K qui va sortir. Je dis, mais ça ne sert à rien. Il y a un moment, il faut s'arrêter puis dire, on est humain, ça, c'est un objet qui interagit avec moi, il est aussi limité que moi. Mon œil, il ne pourra jamais lire des vidéos 8K parce qu'il ne voit pas la différence. Aujourd'hui, une critique que l'on fait à la 5G, c'est qu'elle servira à voir plus rapidement des vidéos qui sont des vidéos de divertissement. Alors oui, bien évidemment, il faut espérer que la 5G ne serve pas qu'à ça, et mon sentiment profond est que en ayant été développée aujourd'hui pour le divertissement, demain, c'est une technologie qui servira à servir l'humanité. On vit aujourd'hui une époque où il y a beaucoup de rupture sociale, il y a de la désertification médicale. Moi, je vis en campagne, je sais de quoi il retourne. La 5G est une technologie qui permettra peut-être demain de désenclaver des populations rurales du point de vue médical, mais aussi pour les divertissements, la culture. Et je dirais que la 5G, probablement demain, seules des zones, disons, très riches et sans problème de désertification médicale pourront et culturelle pourront s'en passer. Bonjour. Non, on est en train de discuter affaires là. Business. Ouais, il disait caisse de dynamite. Moi je disais qu'un simple marteau ça suffisait largement pour faire péter des antennes. Et vous savez, les gros câbles noirs. Est-ce qu'on va y arriver à cette ambiance de résistance, un peu, à se dire qu'on va saboter Oui, mais il ne faut pas en parler. Faut pas le dire. Faut pas le dire face à une caméra en tout cas. Face à la caméra alors, effectivement. Est-ce que c'est pas un truc de complotiste un peu? J'en sais rien. Moi, je me renseigne, j'organise un petit groupe à la maison. Et on discute, et on a fait une conférence, on cherche à se documenter, à se rendre un peu moins con qu'on est, et un peu plus intelligent, et on cherche à faire ça. Vous complotez quoi, dans votre coin? On complote pas, Non, on complote pas. C'est un complot pour la conscience. On essaye d'avancer. Le complotisme, c'est un mot parmi plein d'autres qui ont été créés, qui ont été inventés pour justement discréditer tous les gens qui se posent des questions et qui remettent en cause les versions officielles et la parole, la bien-pensance médiatique et politicienne. Donc c'est bien pratique, c'est bien commode de traiter de quelqu'un qui dit autre chose que le discours des médias mainstream, le traiter de complotiste. Ces millions d'objets connectés vont permettre un contrôle de tout instant, de tout le monde, de tout ce qu'on fait. J'ai même vu des couches connectées, j'ai vu des lolettes connectées, l'idée c'est vraiment d'avoir les frigos connectés, donc vraiment nos moindres faits et gestes pourront être contrôlés potentiellement. Donc là c'est vraiment un changement de paradigme profond dans la société. On parle de smart cities, c'est-à-dire de villes intelligentes où absolument tout sera connecté.
Alors je ne vous dis pas le contrôle que ça permettra sur les gens. Alors il y a une autre inquiétude très profonde qu'expriment les gens qui sont hostiles à la 5G, c'est l'idée selon laquelle, grâce à cette technologie, l'État pourra encore plus contrôler les populations, puisqu'il aura la puissance nécessaire pour le faire. Alors, je m'exprimerai moins sur ce sujet parce que je suis pas du tout un spécialiste de ces questions qui sont plutôt d'ordre stratégique, économique et social. La seule chose à laquelle tout cela me fait penser, eh bien, c'est au fait que au début du siècle dernier, les gens ont eu une peur très similaire à l'endroit des rayons X qui ont été découverts à la fin du 19e siècle et dont on pensait que c'était une technologie qui permettrait aux autorités de voir à travers les murs et de pénétrer l'intimité des gens. Je pense que toute nouvelle technologie donnant des perspectives nouvelles, eh bien, fait naître une peur dans la population qui est naturelle, alors qui doit être apaisée par les explications qui vont bien. Mais aujourd'hui, à titre personnel, c'est pas une crainte que je partage. Et encore une fois, c'est valable pour de nombreuses technologies. Ça n'est pas la technologie qui est en cause, mais l'utilisation que l'on en fait. Et s'il y a besoin de réglementation demain pour éviter ce type de de situation, eh bien il faut le faire, mais ne pas jeter sur l'opprobre sur une technologie qui pourrait permettre demain de rendre plus sûres nos routes en permettant les véhicules aux autonomes, de permettre la téléchirurgie et donc donner accès aux compétences de chirurgiens hautement qualifiés à des populations qui sont aujourd'hui dans des zones où ils n'en bénéficient pas. Voilà, il faut pas jeter l'opprobre sur une technologie qui pourrait ouvrir des champs pour l'humanité qui sont extraordinaires, au prétexte qu'elle peut être mal utilisée. Dans ce cas, il faut réglementer dans le sens qui va bien. D'abord, il paraît que grâce à la 5G, on va pouvoir enregistrer un film en 1 minute plutôt que 3 minutes et demie. Ça, c'est copernicien, je m'en fous complètement. Ensuite, je vois que grâce à ça, on aura la voiture électrique totalement automatique et sans besoin de la conduire. Donc, on va multiplier le trafic privé, ça, je m'en fous aussi. J'apprends aussi qu'on aura à peu près 15 milliards d'objets connectés, le frigo, la brosse à dents, etc. Je n'y tiens pas non plus, parce qu'il y a un aspect là derrière qui s'appelle la surveillance policière et qui est extrêmement dangereux. Et je n'ai aucune confiance, entre autres, dans les assurances qui vont nous bouffer notre liberté, nous surveiller avec le sourire et la gentillesse, et on en verra aussi le résultat. Et ensuite, quand on est dans une société qui consomme trop, nous devons toujours prendre des décisions qui vont en faveur de moins de consommation. Or, la 5G, elle va relancer un cycle de production, de rénovation de machines et autres dont on n'a nullement besoin. Un peu de sobriété avant tout, et déjà pour ça, je suis contre la 5G. La 5G, et c'est une bonne chose, sera déployée en France dans les prochaines années. Et la pire des choses serait de prendre du retard sur cette technologie, parce qu'encore une fois, refuser cette technologie, c'est augmenter comme certains ont pu le dire dans le temps, la fracture sociale entre des gens qui auront accès à tous les services médicaux, culturels, sociaux dans des grands centres urbains et au détriment donc de populations plus rurales qui sont toujours plus éloignées des services publics, toujours plus éloignées des services culturels et des services médicaux, et la 5G pourrait être une vraie aide pour ces populations-là dans ce contexte. Parce qu'avec la 5G, le risque, après, je vais acheter une lampe de chevet, elle sera connectée 5G pour que je puisse la télécommander depuis mon lit avec mon portable.
En fait, les portables, c'est une espèce de prothèse qu'on a sur soi tout le temps. On estime qu'elle est tout le temps là. Puis du coup, on l'utilise pour télécommander ci, télécommander ça. Moi, je fais des mesures des fois chez des gens. Puis je leur dis, mais là, j'ai une intensité. Qu'est-ce qui se passe pourquoi? Puis ils me disent, ah oui, mais c'est la lampe Bluetooth qui est là-haut. J'ai dit, mais non, vous avez une lampe Bluetooth? J'ai dit, ouais, comme ça, on n'a pas besoin de se lever pour aller l'éteindre. Je dis, ouais, d'accord, mais est-ce que vraiment c'est indispensable? Est-ce que vraiment ça nous tue? Déjà, on ne bouge pas assez, hein, c'est connu. Bah non, d'aller appuyer sur un bouton, c'est trop demandé. C'est incroyable. On veut tout faire avec le... Parce qu'évidemment, c'est pratique, plutôt que développer des appareils qui servent à télécommander ci, télécommander ça. On se dit, on fait tout avec le téléphone. Le problème, c'est que le téléphone, justement, il vous irradie, mais ça, on ne vous le dit pas. C'est la paresse qui va nous tuer. Ouais, entre autres, quoi. Bah oui.